Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Voilà. Donc, cette information va nous emmener dans le monde merveilleux de la SDF, la Self-Defense Forces, qui est donc, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, mais qui est l'armée, on va dire, japonaise, même si on ne peut pas utiliser le mot armée, puisque officiellement ils n'ont plus d'armée, enfin on va dire c'est l'armée japonaise. Il se trouve que aujourd'hui il y a un jugement qui est tombé, qui concernait une agression sexuelle sur une jeune engagée volontaire de 24 ans, Gonoi Rina. Qui est en photo, c'est la jeune femme qui est en photo juste sous moi, et qui a été agressée par deux soldats de 29 et 31 ans en 2021. Voilà. Je vous rappelle un peu l'incident pour que vous sachiez ce qui s'est passé exactement. C'est les deux personnes, les deux soldats l'ont attrapé dans un couloir, l'ont forcé à se coucher au sol, et puis ont simulé un acte sexuel avec elle. En lui mettant la main sur la bouche. C'est pas un viol, hein, c'est vraiment une agression sexuelle caractérisée. Et ils ont pris 2 ans de prison avec sursis chacun. Un a pris 2 ans de prison avec sursis, l'autre a pris 2 ans de prison, dont 1 an et demi avec sursis, donc il va faire 6 mois de prison. Ils ont été renvoyés de l'armée. Celui qui a pris 2 ans avec sursis, il y a un appel de l'autorité militaire contre lui parce qu'il a communiqué beaucoup trop alors qu'il n'avait pas le droit de communiquer. Enfin, en tout cas, c'était le premier procès qui concernait justement les violences au sein de l'armée japonaise, qui est un énorme tabou, voilà. La jeune Gonoi Rina a été la première à vraiment porter plainte, à aller voir les télévisions, les médias, les journaux, les radios, etc., à faire une énorme campagne pour alerter le public sur ce qui se passe dans dans les forces d'autodéfense japonaises pour les femmes. C'est assez récent, hein, qu'elle soit autorisée, et justement le gouvernement japonais, depuis quelques années, le ministre de la Défense et les différents premiers ministres font une super campagne pour que plus de femmes s'engagent dans les forces d'autodéfense, pour venir grossir les rangs justement de ces unités-là qui ne sont pas suffisantes pour se défendre contre une éventuelle attaque nord-coréenne ou chinoise qui est de plus en plus présente dans les esprits des Japonais, et la SDF ne pourra pas compter éternellement sur le soutien de l'armée américaine, qui est quand même là en renfort et en bouclier, on va dire, mais qui se désengage petit à petit. Et puis certains présidents, comme l'ex-président Trump et probablement le prochain président Trump aussi, a une politique de retrait des troupes américaines dans le monde pour ramener les boys home, et donc il va falloir que le Japon se dote d'une armée plus importante, ce qu'elle est en train de faire à grands coups de campagne pour l'engagement, et donc ça s'adresse beaucoup aux femmes. Le problème, c'est que la place des femmes,
je vais pas vous faire le même idiot, mais voilà, dans l'armée japonaise est assez compliqué parce que les militaires sont les mêmes dans tous les pays du monde, croyez-moi. Moi qui ai en plus un peu travaillé à l'époque comme répétiteur d'anglais pour les forces d'autodéfense sur la base de Kolomé, à côté de Fukuoka, donc j'ai vu un peu les loulous que c'était. Effectivement, il fait pas bon être une femme là-bas, et depuis l'arrivée des femmes dans la force d'autodéfense, ça a été très très compliqué. S'en est suivi, une fois que mademoiselle Gonoï a rendu ça public, elle a comment dire, appelé toutes ses homologues. Elle a dû démissionner de l'armée, elle n'a pas pu y rester, c'était vraiment inviable. Mais il y a eu 1400 plaintes pour agression S, viol, attouchement, etc., humiliation, bon, et vraiment des choses horribles. Il y a eu énormément de personnes qui ont été licenciées. Le ministre a personnellement renvoyé 5 gradés directement liés avec cette affaire. Ça a fait beaucoup de bruit. Mademoiselle Gonoï a bien précisé que depuis son engagement en 2020, son enrôlement, elle avait été sujette à un harcèlement persistant et quotidien dans toutes les formes de l'exercice de ses fonctions, que ce soit des classes, du début de l'entraînement jusqu'à sa prise de fonction, et puis au quotidien les exercices. Elle a vraiment été soumise à un harcèlement quotidien, et donc jusqu'à cette agression S caractérisée. Là encore une fois, heureusement, il n'y a rien eu d'abouti, on va dire, il n'y a pas eu de viol, mais enfin c'était quand même une agression qui l'a traumatisée, hein. Elle raconte vraiment que ces deux gars ont fait ce simulacre d'accouplement avec elle. Elle a été mutique pendant 2 jours, elle pouvait plus manger, plus boire, elle tremblait, enfin voilà. En tout cas, les deux ont été condamnés lourdement. Ils ne toucheront pas leur pension militaire, ils n'auront pas droit à... C'était 2 engagés de longue date, hein. Celui de 29 ans était engagé depuis 8 ans, celui de 31 ans depuis 10 ans, voilà. Donc voilà, pour la nouvelle du jour. On attend maintenant les prochains verdicts, parce qu'il y a encore plusieurs comment dire, procès en cours et d'autres à venir. Donc j'espère que tous seront condamnés lourdement, et que les femmes japonaises pourront enfin s'engager et s'enrôler librement et sans pression dans les forces d'autodéfense, parce que pourquoi n'y aurait-elle pas droit, et surtout pourquoi aurait-elle droit à ce genre de traitement absolument insupportable? Il faudrait peut-être qu'il y ait plus d'officières, hein, je sais pas si ça se dit, de sous-officières et d'officières dans l'armée, et peut-être aussi qu'au ministère il y ait plus de femmes, puisque en lisant les articles sur l'affaire, j'ai vu que le ministère de la Défense était exclusivement fait d'hommes. Bon voilà, écoutez, on se tient au courant, comme je le dis souvent, affaire à suivre, et nouvelle suivante. Et la news suivante... Attendez que je mette la bonne... Hop là. Et la news suivante, ouais, ça c'est pour les petites capsules, vous l'aurez compris. La news suivante donc nous conduit à Nagano, plus précisément dans la préfecture de Nagano, dans la ville de montagne de Sake, où la police a fini par mettre la main sur un monsieur de 32 ans, Sato Hidenobu, qui, dans la nuit du 15 au 16 décembre, était un petit peu pressé avec son véhicule. Il rentrait du travail, un petit peu éméché, visiblement, et il se trouve qu'à ce moment-là, monsieur Nakazawa Akio, à 4 heures du matin, un vieux monsieur de 85 ans sortait pour aller nourrir ses bêtes, parce que quand on est agriculteur, eh bien on se lève très tôt, et à 4 heures du matin, eh bien on est déjà en activité, et ce pauvre monsieur Nakazawa traversait la route de montagne au moment où monsieur Sato passait. Il ne l'a pas vu, ou il a fait quelque chose qui a fait qu'il l'a percuté à grande vitesse, certainement d'après les premières constatations de la police à plus de 100 km/h, elle l'a tué sur le
le coup. Mais Monsieur Sato, comme le font beaucoup de gens, n'est pas allé appeler la police avec son téléphone, mais a traîné le corps de Monsieur Nakazawa, donc sa victime, hein, puisqu'il venait de se rendre coupable d'un meurtre par arme, par destination. Il est allé cacher le corps dans la montagne. Voilà, il l'a mis dans son coffre et il a fait 40 km avec le corps de Monsieur Nakazawa dans son coffre pour aller l'ensevelir grossièrement dans une forêt à 40 km de là, avec des feuilles, avec tout un tas de choses en se disant... ça va passer, on va jamais me retrouver. Eh bien si, quelqu'un l'a vu passer dans cette forêt le lendemain, parce qu'il a gardé le corps un bon moment. On a repéré des caméras de surveillance aussi qui... forcément ont filmé la scène, puisque les routes sont toutes quasiment toutes équipées de caméras au Japon, comme dans les villes. Et la femme, la veuve donc de Monsieur Nakazawa, est partie signaler sa disparition le lendemain, ce qui a déclenché une alerte disparition, surtout pour une personne âgée, qui n'avait pas de problème de santé, hein, qui était en pleine possession de ses moyens, à 85 ans, qui était toujours actif, agriculteur. Et la police a fini par éplucher les caméras de surveillance et a vu la scène, a vite retrouvé le véhicule de Monsieur Sato et est allé l'arrêter lundi soir. Voilà, il a tout de suite reconnu son acte. Il a dit que bien sûr il ne pouvait pas aller se dénoncer tout de suite parce que avec sa position, vous connaissez les excuses habituelles de ce genre de personnes. Il avait consommé de l'alcool, donc si jamais il se faisait arrêter, il allait certainement perdre son permis et puis donc perdre son travail. Alors mon brave garçon, en général, quand tu tues quelqu'un sur la route, tu perds plus que ton permis et ton travail, tu perds la liberté, hein, au Japon, ça arrive souvent. Mais maintenant, il va falloir que des avocats s'occupent de plaider son affaire, ce qui me semble assez mal engagé. Donc pour le meurtre avec arme par destination en état d'ivresse, parce qu'il a lui-même avoué avoir bu, donc alors, je sais pas comment on va pouvoir se trouver les preuves matérielles, parce que forcément en une semaine il n'y aura plus de traces, mais enfin en tout cas il y a le délit de fuite, il y a beaucoup de choses. Il a, d'après le procureur, il a été présenté au procureur hier, il risque entre 15 et 20 ans de prison, selon la décision du tribunal qui va s'occuper de ça. Je ne manquerai pas de vous en parler, parce que ce sont des délits qui arrivent relativement souvent, et on ne retrouve que très rarement les auteurs. Donc affaire à suivre. Et news suivante. Vous vous en rappelez certainement, en octobre 2021, je vous parlais d'un double meurtre suivi d'un incendie volontaire causé par un jeune homme de 18 ans à l'époque, Endo Yuki, qui avait tué les deux parents de sa petite amie, de la fille, du moins, qu'il convoitait dans son lycée. Il les avait assassinés à coups de couteau pendant leur sommeil, puis il avait mis le feu à leur maison. Il s'était lui-même un peu blessé, c'est la police qui l'avait rattrapé alors qu'il prenait la fuite. Je vous en avais parlé assez souvent, parce que c'est une information qui avait forcément traumatisé le pays, et qui avait retenu toute mon attention, avec le côté très systématique et justement très froid, oui, c'est pour un incendie, mais c'est sans mauvais jeu de mots de ma part, du jeune garçon Endo, qui avait l'excuse de minorité à l'époque, qui n'est plus d'actualité, puisque le 1er avril 2022, la loi japonaise sur les mineurs a été révisée. Aujourd'hui, l'âge est descendu, donc il n'est plus mineur. Voilà, il est donc majeur. Il a été présenté à un comité de psychiatres et reconnu psychiatriquement fiable, apte à être jugé. Il est donc apte à subir un procès. Il n'y a pas eu d'abolition des faits, abolition du jugement, pardon, au moment des faits. Il n'y a eu aucune excuse de retenue au niveau psychiatrique. Il est donc présenté depuis 3 jours devant le tribunal de Kofu, dans la préfecture de Yamanashi, et le procureur vient de demander la
peine capitale. Voilà. L'excuse de minorité n'est plus valable, donc la plaidoirie s'est faite autour pour la partie civile, autour justement du caractère froid et calculateur, puisqu'il avait pensé à prendre un couteau, il avait pensé à prendre de l'essence, il avait vraiment tout préparé. Il voulait aussi tuer les deux jeunes filles, sa copine et enfin celle dont il voulait devenir la copine et la sœur, qui dormaient, qui heureusement ont été réveillées par les odeurs de fumée, mais qui ont retrouvé, qui n'ont rien retrouvé du tout, mais dont on a retrouvé les 2 parents morts. On pensait qu'ils étaient morts à cause de l'incendie, et on a très très vite compris qu'ils avaient été assassinés dans leur sommeil par ce jeune garçon, sur qui on a retrouvé le couteau, l'essence et des traces de brûlure aussi qui ont été faites au moment où il a allumé l'incendie. Il a maintenant une semaine encore, je crois, pour présenter Oui, c'est ça. Il a une semaine pour finir de présenter sa défense. Le verdict sera rendu le 18 janvier, donc ça va venir très très vite. S'il est condamné à la peine capitale, ce qui a de fortes chances d'arriver, parce que l'opinion publique est vraiment pour ça. Chaque fois, je le répète, mais bon, c'est la vérité. Vous avez à chaque fois des sondages qui sont faits sur la peine capitale, et vous avez plus de 82 ou 3% des gens qui sont toujours pour. Et dans ce genre d'affaires, en général, c'est 90%. Quand vous avez un petit sondage du Mainichi Shimbun ou du Asahi, où les gens disent, mais bien sûr, quand le pando est court, ce petit salopio, ça risquerait d'arriver, et donc ça ferait de lui le premier, le plus jeune condamné à la peine capitale depuis la fin de la guerre. Ce qui n'est pas rien. Et ce qui, lorsqu'on a abaissé l'âge de la majorité de 21 à 18 ans, beaucoup d'associations ont dit qu'il fallait maintenir la majorité pénale à 21 ans, parce que ça éviterait de condamner des enfants de 18 ans à la peine capitale. Ça n'a pas été retenu à l'époque par le gouvernement c'était M. Abe qui avait fait voter ça, et c'est M. Kishida qui l'a fait appliquer. Et on va peut-être arriver pour la première fois à ça. Donc un jeune meurtrier, assassin de 18 ans qui risque d'être condamné à la peine capitale. Et possiblement d'être exécuté plus tard. Oui, donc je vous tiendrai informé des avancées de ce procès. Les 2 jeunes filles sont vraiment traumatisées, elles ont été témoignées pendant le procès aussi. Elles ont témoigné de beaucoup de choses aussi, de ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire la relation qu'il y avait pu y avoir entre Endo, donc Endo Yuki, le meurtrier, et elle, qui était quelqu'un de très violent, de très froid, très calculateur, et qui a vraiment prémédité son geste dans tous les sens du terme. Donc rendez-vous le 18 janvier, on en reparlera pendant un live aussi, pour le verdict du tribunal de Kohu. Affaire à suivre. News suivante. Et cette fois-ci, nous partons pour Kyoto, où la police vient d'arrêter celui qui aurait pu devenir un tueur en série, d'après ses propres déclarations. Le jeune garçon que vous voyez sur la photo juste en dessous de mes petites loupiottes de Noël, monsieur Mizushima Yukito, 21 ans, et membre de l'armée japonaise, donc des forces d'autodéfense, de la Self-Defense Force, SDF. Il se trouve que ce monsieur a assassiné un homme de 82 ans, comme ça, gratuitement, juste parce qu'il avait envie de tuer quelqu'un. Il avait un couteau pliable sur lui avec quand même une belle lame de 12 cm. Et eh bien, quand il s'est fait arrêter, bien sûr, on l'a très très vite arrêté. Les caméras de surveillance, les témoignages ont fait qu'il a arrêté sa cavale très vite le surlendemain. Il a déclaré à la police pendant son arrestation qu'il connaissait pas la victime. Il se fichait de savoir qui l'avait tué. L'important, c'était qu'il tue quelqu'un, et n'importe qui aurait pu faire l'affaire. C'est ce qu'il a déclaré. Depuis, il a expliqué qu'il avait juste envie de tuer quelqu'un parce que pendant ses entraînements militaires, il apprenait les maniements des armes, les maniements des armes à feu, du couteau. Hey, salut frérot, installe-toi. Le maniement des armes à feu, le maniement du couteau, le maniement de tout un tas de techniques, mais c'était que de la théorie, et lui, il s'était engagé dans l'armée pour tuer des gens. Voilà. Et donc, il est sorti de sa caserne, un couteau dans la poche, et
il a dézingué le premier monsieur qu'il a rencontré, 17 coups de couteau quand même, dans des endroits, dans le cou, dans la poitrine, etc. Et il est parti pour continuer son carnage, et fort heureusement, c'est un voisin de la résidence pour personnes âgées du quartier, c'était à Higashiyama, à Kyoto, c'est un beau quartier en plus, voilà. Ils ont tout de suite donné le signalement. Mizoshima a été arrêté très rapidement avant qu'il puisse faire d'autres victimes. Enfin, il était parti pour tuer plus de gens. C'est ce qu'il a vraiment indiqué. Il a dit qu'il était parti pour faire un carnage, qu'il avait envie de tuer des gens à la chaîne, comme ça, qu'il allait essayer avec le couteau, qu'il avait un cric dans sa voiture, après il essaierait avec le cric. Et que s'il arrivait à tuer quelqu'un qui avait une arme à feu chez lui, parce qu'il n'avait pas pu sortir la sienne de la caserne, heureusement, il essaierait aussi avec une arme à feu. Voilà, donc on a quand même évité le pire, mais on n'a pas évité la mort de ce monsieur de 82 ans, j'avais noté son nom, oui, monsieur Okada Kojiro. Voilà, monsieur Mizoshima aurait pu devenir des sujets d'une de mes vidéos probables un jour. Mais fort heureusement, il ne sera qu'un fait divers. Alors il a quand même été présenté au procureur, il risque la prison à perpétuité, ce qui ne me semble pas cher payé quand même. Enfin bon, ça va, non, prison à perpète, ça me semble... il aurait pu écoper d'une peine capitale, mais elle n'est appliquée qu'à partir de 2 victimes au moins, à part certains meurtres exceptionnels, dont des meurtres de personnalité. On attend les procès à venir pour les attentats contre les politiques, à mon avis, on pourrait peut-être y arriver. Enfin, pour l'instant, le procès n'a pas encore commencé, il vient de passer aux aveux, il a été placé en détention provisoire, il risque donc la perpète, et il y a de fortes chances que ça arrive. Je vous tiendrai au courant, parce que, comme je le lis dans le clavardage, c'est un bon, lui. Je pense qu'il aurait pu devenir historiquement notable. Allez, affaire à suivre, et... fin des news japonaises.